Le moment est venu d'accueillir, mais aussi de retrouver, c'est son grand retour, Caroline Fourest, essayiste, journaliste et réalisatrice. Bonsoir Caroline. Bonsoir David. Un grand plaisir de vous retrouver donc après quasiment 3 mois. Remercie au passage Daphné Serroux-Telcrive qui va nous rejoindre. Donc quasiment 3 mois. Eh bien, vous avez vécu une grande aventure. Vous êtes allé tourner un film de fiction en Ukraine, sous les bombes, sous les bombardements. Et vous avez, à ce titre-là, vécu, on va découvrir quelques images. Vous avez, à ce titre, vécu alors, le calvaire des Ukrainiens eux-mêmes sous les bombes russes, et vous avez mesuré ce qui se passait dans le pays. Je suis ravie de vous retrouver tous, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai vécu un moment de vie où j'aimais déjà ce peuple ukrainien, mais je peux vous dire que tourner un film par moins 25, 12 heures par jour avec une équipe ukrainienne, vous les aimez encore plus à la fin. Pourquoi ? Et vous admirez leur endurance, leur résilience, la pudeur avec laquelle ils traversent les épreuves, qui est assez incroyable. Moi, dans mon équipe, on était effectivement au cœur de l'hiver le plus dur depuis peut-être une décennie, et surtout du moment de la guerre le plus dur de la guerre. C'est en tout cas ce qu'ils me disaient eux-mêmes. Eux-mêmes avaient très froid. Et on survivait grâce à des chaufferettes, et jusqu'à 8 par corps parfois, pour pas perdre un organe ou un orteil. Mais chez eux, moi j'avais la chance avec mon équipe de vivre dans un hôtel où il y avait un générateur et on avait le chauffage quand on rentrait le soir. Dans mon équipe, pendant tout le début du tournage, le gros du tournage, il faisait parfois 4 degrés dans leur appartement, 10 degrés au maximum, parce que certains n'avaient ni eau, ni électricité, ni chauffage à cause des frappes constantes sur les installations électriques. On a vécu un nombre d'alertes beaucoup plus important que quand j'étais allée des mois auparavant et même des années auparavant pour commencer la préparation de ce film. Là, vraiment, ça tapait très souvent. Beaucoup de drones Shahid dans l'air que j'entendais parfois quand j'avais plus la force de descendre à l'abri, parce qu'un tournage de cinéma, c'est très fatigant. Et drones Shahid de fabrication iranienne. Iranienne, fournie par l'Iran, évidemment, à la Russie, qu'on entendait se faire exploser dans le sol par ce qui reste de missiles patriotes, ou par les fameux drones intercepteurs que les Ukrainiens ont eu le génie de fabriquer pour pas cher, et que M. Donald Trump a eu l'orgueil de refuser. Il a bien tort, parce que c'est le génie ukrainien. Et c'est pas pour rien, ils ont survécu à l'Union soviétique, ils ont survécu à l'Holodomor, ce qui fait que on leur envoie des bombes sur la figure et des drones iraniens sur la figure, ils trouvent des drones intercepteurs qui bidouillent avec 3 fois rien, ils réparent extrêmement vite. Mais néanmoins, Kiev est une capitale qui est le soir plongée dans le noir, pas seulement à cause du couvre-feu. C'est une ville très belle, honnêtement aussi, où il est toujours. C'est une ville magnifique, mais qui vit au rythme des alertes et qui le soir peut être plongée dans le noir à cause de ces frappes très dures. Et on a vu Volodymyr Zelensky proposer son aide aux États-Unis pour ne pas que les Américains gaspillent entre guillemets des armes à plusieurs millions de dollars pour intercepter ces mêmes drones Shahed que l'Iran envoie. Il est en train de les vendre dans les pays du Golfe et de leur apprendre. Et juste un mot, au-delà de la partie évidemment géopolitique qui nous réunit et dont on parle plus assez à cause évidemment de ce qui se passe en Iran, tourner un film de fiction sur des événements aussi tragiques qui sont en cours, c'est un moment très particulier, c'est une mise en abîme très particulière. En l'occurrence, vous voyez sur une photo, je suis en train de donner des ordres à des faux soldats russes. Là, je rigole avec des acteurs qui sont en fait des vrais soldats ukrainiens et vraiment acteurs, mais qui sont vraiment engagés depuis le début de ce conflit. Et puis ensuite, et qui jouent le rôle de soldats russes. Non, alors des fois, là, sur cette scène, par exemple, ce sont des Ukrainiens qui jouent des soldats russes. Et parfois, j'avais même un commandant ukrainien qui jouait un commandant russe. Et voilà, ça, c'est ce que le cinéma permet. Ça vous permet de rire avec ce qui vous fait peur. Et ça vous permet de tout transcender, même quand une guerre est encore en cours. Et c'est une expérience inoubliable, honnêtement. Alors, ce soir, vous nous parlez de l'affaire Rima Hassan avec ce que l'on n'a pas dit. La une de Franc-Tireur, dont vous êtes la directrice vous êtes la directrice d'ailleurs, tout court. Orban et Chekemat, il y a les élections dans quelques jours en Hongrie, les élections générales, mais révélation sur Rima Hassan et la drogue. Donc, il y a un article dans Franc-Tireur cette semaine sur cette affaire Rima Hassan, apologie du terrorisme, et puis il y a eu l'affaire de la drogue. Vous vous emparez de cette affaire de la drogue, qui peut apparaître de prime abord comme une affaire de vie privée, après tout, mais il y a une raison bien particulière à ce que vous révéliez, parce que ce sont des révélations, un aspect de cette affaire que l'on n'a pas vu.
Oui, c'est une enquête et c'est un papier qui est signé par Nora Bussini, qui est une journaliste d'investigation chez Franc-Tireur et qui avait déjà mené une très grande enquête sur Rima Hassan il y a plusieurs mois. On avait sorti une grande enquête en septembre 2025 et au cours de cette enquête, Nora Bussini avait recueilli des confidences et des messages qui parlaient, et c'est ce que nous révélons aujourd'hui, mais à l'époque nous ne l'avions pas fait, nous l'avions gardé pour nous. Nous décidons aujourd'hui de le publier parce qu'il y a une procédure en cours et parce qu'il y a eu un flagrant délit de possession de drogue de synthèse. Et surtout, je vais vous dire plus encore, c'est une décision que nous avons prise suite à la défense sur laquelle on va revenir, qu'a choisi Rima Hassan, qui a été le déni de crier au mensonge, de crier au complot. Son avocat en a fait des tonnes là-dessus. Les autres représentants de la France Insoumise sont allés très très loin dans les accusations contre la presse, contre la police, contre la justice. Et c'est ça qui nous a poussé, et je vais y revenir, à révéler qu'il n'y a peut-être rien de surprenant, j'allais dire, de stupéfiant à retrouver de la drogue de synthèse dans les affaires de Rima Hassan, même en petite quantité. En l'occurrence, là, c'est du 3 MMC apparemment. Au regard de ce que nous savions du parcours de Rima Hassan avant même qu'elle devienne parlementaire, puisque nous avons en notre possession des messages où elle raconte sa consommation de drogue dure et de drogue de synthèse. Ce sont des messages qui ont une dizaine d'années, qui remontent à la sortie de ses études. Et ce sont des messages qui parlent de cocaïne et qui parlent d'ecstasy et qui parlent de mélange. Et plutôt de mélange, parfois, des consommations parfois quotidiennes dont elle s'inquiète. Et si nous décidons de le révéler, c'est parce qu'on pense qu'il y a un but légitime d'informer à le dire, justement parce qu'on ne veut pas laisser des citoyens se dire c'est très bizarre qu'il y ait ces drogues de synthèse, vu le degré de dénégation auquel on a assisté. Parce que si on retourne au début de cette garde à vue et aux fuites qui ont eu lieu, ce qui est souvent le cas, et ce qui arrive très souvent, on peut le regretter, je crois que le ministre de l'Intérieur les a regrettés, mais la communication de la France Insoumise a immédiatement été de crier au mensonge. C'est-à-dire que les journalistes qui ont repris ce que le parquet a annoncé, et ce que le parquet a confirmé, à savoir qu'on avait retrouvé de la drogue, pas simplement du CBD, mais aussi de la drogue de synthèse dans la valise lors de cette garde à vue de Rima Hassan, les journalistes ont été traités de menteurs. Et Rima Hassan elle-même a fait un premier message disant qu'il s'agissait de mensonges. Ces accusations sont totalement fausses. Seule la présence de CBD a été constatée parmi mes effets personnels. Donc c'est un mensonge. Depuis, on le sait, puisque le parquet a confirmé. Et même son avocat, lors de la conférence de presse qu'elle a organisée avec lui le lendemain, on va les entendre. On va entendre maître Vincent Brengart, qui lui-même a commencé à relayer l'idée d'une cabale de la presse, que c'était un scandale, que tout ça était un scandale, puis ensuite par détailler qu'il y aurait dans un contenant du CBD, et puis dans un autre contenant, qui aurait donc été retrouvé de la drogue de synthèse, que encore une fois le parquet confirme, donc ça n'était pas un mensonge de la presse, et pourtant des politiques ont osé le dire, j'y reviendrai. Et on a entendu dérouler une petite musique qui est celle du complot politique. Et ça, c'est vraiment la musique que font tous les populistes et les démagogues quand ils sont pris, j'allais dire là aussi, la main dans le sac. Et ça, par contre, ça n'est pas acceptable. Parce que c'est de la désinformation, parce que c'est une manipulation de l'opinion. On va écouter déjà son avocat, Vincent Brengart. Vous allez écouter le ton de sa défense. Et on en parle. Pour tous les commentateurs qu'on a vus hier, dire que Rima Hassan était une droguée, s'ils veulent interdire le CBD en France, qu'ils le fassent. En attendant, il n'y a strictement aucune drogue consommée par Rima Hassan. Et on voit évidemment, en quoi cette accusation de consommer des drogues et des stupéfiants sert un récit qui est un récit politique visant, encore une fois, à atteindre la réputation de Rima Hassan. Montage Louise Rondel de Le Ninan, donc c'est ça qui que vous voulez dénoncer. Oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux de monter sur les grands chevaux en passant d'une dénégation et donc d'un mensonge en traitant les journalistes qui avaient donné cette information de menteurs, parce que ça, ils ont été pris, encore une fois là, en flagrant délit d'avoir essayé de manipuler l'opinion, puis d'enchaîner sur c'est un complot politique, une manipulation, un récit politique. Surtout que juste après, lui-même est en train de nous expliquer que oui, on a bien retrouvé de la drogue de synthèse, mais qu'en fait, vous allez l'écouter, c'est peut-être de la faute du vendeur de CBD. Et c'est presque aussi comique que le premier extrait. On va l'écouter. Deuxième possibilité,
ça confirme qu'il existerait des traces de drogue de synthèse dans les extraits en question. Mais je veux dire, ça, c'est de la responsabilité du vendeur. Et il appartiendra aux autorités de poursuite de tirer toutes les conséquences de ce que, en vendant du CBD, il aurait vendu autre chose. Là, on frôle l'humour politique, ou alors on frôle le fait de prendre vraiment les Français pour des idiots, parce que nous expliquer qu'un vendeur de CBD, substance parfaitement légale, au passage, mettrait un peu de cristaux de MMC, je ne sais pas si c'est un acte commerçant, mais à l'issue du plein gré de la personne qui a acheté du CBD dans un deuxième contenant, puisqu'il nous a expliqué qu'il y avait un premier contenant et un deuxième contenant, moi je suis honnêtement surprise que la grossièreté de cette défense n'ait pas plus fait réagir. Et encore une fois, je vous dis, ayons-nous eu ces informations, peut-être qu'un peu de rédaction les avait, parce que ce sont des messages qui n'ont pas été montrés à beaucoup de gens, mais nous ayant les messages de la principale intéressée Rima Hassan, parlons de sa consommation de cocaïne et de ses mélanges avec de l'ecstasy. Et que vous n'aviez pas révélé dans un premier temps, il faut le dire, mais c'est cette stratégie de défense qui vous a donc poussé à le dire. Là, réellement, le but légitime d'informer, moi, me paraît réuni pour dire, attention, ne soyez pas dupes de cette défense, surtout que, encore une fois, elle est allée plus loin, elle est allée jusqu'à agiter ce qui est toujours très fréquent avec Rima Hassan, la technique du bouc émissaire, la technique du complot. Donc il y aurait un complot. Il y a un complot de qui ? On sait que dans l'affaire même Epstein, elle était capable de dire c'est pas un complot russe, c'est un complot, et de sous-entendre que c'était un complot israélien. Donc son public, à mon avis, elle va pas chercher très longtemps. Mais autour d'elle, il y a quand même des députés de la France Insoumise, et je voudrais qu'on écoute monsieur Antoine Léaumont, qui sur sa chaîne vidéo, auprès de son public, a dans un premier temps, traiter tous les journalistes de menteurs, mais je voudrais qu'on écoute, si on a aussi le deuxième extrait, où il est allé jusqu'à sous-entendre que peut-être, et c'est un parti, la France Insoumise, qui manifeste avec des gens qui crient à bas la police et qui flattent le sentiment anti-policier, là, il est carrément allé sous-entendre que la police, parfois, elle mettait des sachets de drogue dans les affaires des gens. On va écouter ce qu'il a osé dire à son public. Il se trouve, il y a quelques semaines, j'ai parlé de cette chose que font parfois les policiers et dont m'ont témoigné un certain nombre de personnes. Et donc j'expliquais des trucs que m'ont raconté les jeunes, des jeunes avec lesquels j'ai discuté à Étang. Les contrôles. Tu n'as rien fait, les policiers n'ont rien à te reprocher, mais ils sortent un petit sachet de drogue ou pire encore une arme et ils disent regarde ce qu'on a trouvé dans ta poche, dans ta voiture. Ça, c'est des témoignages qui m'ont été faits. Là, on est devant, David, un représentant de la nation, un député, et encore une fois, bien plus encore que la détention possible de stupéfiants, je trouve stupéfiant ce genre de défense, je trouve hallucinant ce genre de propos, et je les trouve dangereux, et je les trouve encore une fois séditieux, complotistes, créant de la défiance vis-à-vis des institutions et des contre-pouvoirs. Mathilde Panot encore ce matin, alors qu'encore une fois le parquet a confirmé la présence de drogue de synthèse, on va écouter Mathilde Panot qui crie au mensonge, et en gros, tous ceux qui informent sont des menteurs. Pendant 24 heures, sur l'ensemble des plateaux, ont été répétés des mensonges qui viennent de fuites qui sont illégales. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'informer est considéré en soi comme un mensonge. Ça, c'est vraiment le signe d'un parti qui est en pleine dérive, populiste, de manipulation de l'opinion. Et pour le coup, oui, il est légitime d'essayer d'informer le public sur au moins le fait de la vraisemblance de ce qu'un parquet de la République a confirmé. Alors, cela dit, ça c'est dit donc, mais vous nous dites par ailleurs que Rima Hassan n'est pas du tout sûre d'être condamnée. Eh bien, c'est ça, le plus... Peut-être le plus inquiétant, je ne sais pas. Je vais vous dire franchement le dossier, parce que je me suis beaucoup renseignée sur la façon dont elle est elle-même très sûre d'elle. Et là aussi, je voudrais, à des fins de pédagogie sur ne pas accréditer l'idée d'un complot politique, un peu comme quand Marine Le Pen pense qu'elle est condamnée par des juges, c'est un complot politique. Quand Rima Hassan, elle va devant la justice, c'est un complot politique. Son avocat a rappelé que jusqu'à présent, elle avait été convoquée 13 fois pour des propos tendancieux, douteux, haineux, et que dans 13 affaires, le parquet avait décidé de classer sans suite. Ce qui n'empêche pas, on va l'écouter là aussi, Rima Hassan, de crier à une forme de harcèlement, là aussi, qu'elle attribue à ses idées politiques. On l'écoute. Ça arrive. Elle se dit victime d'un harcèlement en raison de ses opinions politiques. On l'écoute. Je fais l'objet d'un véritable harcèlement judiciaire, politique,
en raison, et exclusivement en raison de mes opinions politiques. Voilà, cette confusion, ce raccourci, il n'est pas juste, David, et d'ailleurs, son avocat a apporté la preuve contraire juste après, puisqu'il a donc rappelé que si des organisations ont porté plainte contre les propos à répétition, haineux, invitant au cyberharcèlement, invitant à même mettre en danger certains de ses opposants, invitant à glorifier tout ce qu'il y a de plus radical et de plus potentiellement dangereux, malgré tout, Rima Hassan, 13 fois, dans 13 affaires, a été est repartie totalement libre, sans aucune sanction, puisque le parquet a classé sans suite les plaintes contre elle. Notamment parce qu'elle a une immunité parlementaire en tant que députée européenne. Alors ça, c'est soit parce que le parquet estime que son immunité parlementaire étant tellement dure à lever, elle ne l'a pas invoquée jusqu'à présent. Elle s'est souvent rendue librement à ses convocations, se réservant le droit, évidemment, de l'invoquer si elle allait vers une condamnation. Elle n'a pas eu à le faire parce que le parquet a soit jugé que ces plaintes étaient encore trop fragiles pour prendre ce risque, soit parce que le parquet a considéré que ça relevait de la liberté d'expression. Le problème, c'est que le tweet pour lequel, là, elle était convoquée, il est vraiment encore un cran au-dessus. Je voudrais qu'on le revoie, pour que les Français, encore une fois, se fassent leur opinion. On est devant un tweet qui rend hommage à un terroriste japonais connu, Kozo Okamoto, il s'est fait connaître comment, Kozo Okamoto ? Il s'est fait connaître avec 3 autres terroristes de l'armée rouge japonaise, avoir inauguré la vague des attentats suicides en 1972 à l'aéroport de Lod de Tel Aviv, en tirant à l'aveugle avec des mitraillettes et des grenades sur la foule, sur des passants, sur des citoyens, sur des civils. En l'occurrence, ils ont fait 26 morts et 80 blessés. Dans une opération où 2 sont morts et un seul a survécu, l'homme à qui Rima Hassan rend hommage. Ces terroristes japonais, c'est d'autant plus inquiétant de voir Rima Hassan leur rendre hommage. On va voir aussi la phrase qui a accompagné ce tweet où elle parle en jeu. Elle dit « J'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu'il y aura l'oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir. » Avec la photo de ce terroriste japonais accompagnant ce message. Si ça, c'est pas de l'apologie du terrorisme, on n'en a en tout cas pas vu beaucoup d'exemples aussi clairs et aussi inquiétants. Pourquoi il est particulièrement inquiétant ? C'est que Okamoto, il fait partie, encore une fois, de cette jonction entre l'extrême gauche et les islamistes fanatiques. Il vient de l'armée rouge japonaise, mais il a été entraîné par le FPLP. Le FPLP, c'est une organisation palestinienne d'extrême gauche qui est en liaison avec la France insoumise. Encore aujourd'hui, régulièrement, des représentants de la France insoumise reçoivent, ils ont même voulu les recevoir au Parlement, à l'Assemblée nationale, juste après le 7 octobre, des représentants du FPLP. Ils les voient, ils les prennent dans leurs bras à des manifestations, comme Salah Hamouri, encore très récemment. Donc voir encore une fois une représentante de la France insoumise, un parti qui est en lien avec le FPLP, qui a des propos régulièrement incitant à la haine et à l'action radicale, qui a estimé que le Hamas menait une action légitime, qui a été vu manifestant en Jordanie avec le Hamas, avec des gens qui soutiennent le Hamas. Promouvoir la photo d'un terroriste japonais qui a été radicalisé par le FPLP et qui a mené le premier attentat suicide de l'histoire des attentats, de l'histoire récente et du terrorisme, évidemment que la République doit s'en inquiéter. Ce qui, moi, m'inquiète, c'est que la République s'en est tellement inquiétée, le ministre de l'Intérieur a fait un signalement, ce qu'il ne fait pas à chaque fois que Rima Hassan fait un tweet. Le parquet l'a pris cette fois plus au sérieux que les autres fois, elle l'a tellement pris au sérieux parce qu'en plus, apparemment, elle a mis du temps à se rendre cette fois à la convocation. Elle a retiré et effacé son tweet en catastrophe, ce qui prouve qu'elle-même a conscience qu'elle a encore une fois franchi un palier. Et voyant qu'elle était hésitante à se rendre à la convocation, et voyant que l'affaire était plus sérieuse, le parquet, et aussi parce que son tweet datait de moins de 8 jours, a utilisé ce qu'on appelle le flagrant délit, la flagrance, qui est un cas prévu par le règlement du Parlement européen pour lever l'immunité d'un parlementaire européen. Mais si vous consultez des avocats, ils vous disent « ça reste osé, c'est possible », et c'est le 7 juillet la Cour qui tranchera, donc on ne sait pas quelle va être sa décision, mais il est aussi possible que l'argument en nullité, c'est-à-dire considérer que c'est prendre en flagrant délit un tweet ne relève pas de la flagrance, c'est ce que va plaider l'avocat de Rima Hassan. Si la nullité est reconnue, toutes les charges accumulées pendant cette garde à vue risquent de tomber aussi, c'est-à-dire le flagrant délit sur la consommation, la possession, et le transport de stupéfiants, le fait d'avoir refusé de se soumettre à un test ADN, qui est une charge supplémentaire,
tout pourra partir avec. Alors que si on avait été un débat sur le fond de ses propos, moi je suis convaincue que ce tweet-là, je ne suis pas avocate et je ne suis pas juge, mais il avait de fortes chances de rentrer dans les critères de l'apologie du terrorisme. Et il y a encore cette affaire en cours, parce qu'évidemment Rima Hassan est une récidiviste du tweet haineux et apologétique. Donc je ne sais pas quelle sera la suite de ces plaintes, mais le 7 juillet, peut-être qu'elle pourra crier victoire. Ça reste une victoire qui pourra être technique, si c'est le cas. Il reste deux choses, il reste les propos qu'elle a tenus, et il reste l'avis qu'on peut se faire de son rapport à la vérité, à l'honnêteté intellectuelle. Et ça, pour le coup, c'est aux citoyens d'en décider. L'immunité d'un politique, c'est pas l'impunité. Ça relève du choix des citoyens. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite faire un commentaire. Pierre ? Juste un mot pour dire que c'est un immense plaisir de retrouver Caroline Fourest. Merci Pierre, c'est un plaisir partagé. Ruth ? Non, mais c'est vrai qu'on a été surpris de voir cette défense, parce qu'elle aurait pu être sur le fond, sur l'apologie du terrorisme, mais elle a été sur la drogue, et il y a eu une forme de déni du réel, parce que le parquet n'ouvre pas une procédure sans avoir un réel support. Et en l'occurrence, on l'a dit dès le soir même, ici sur ce plateau, qu'il y avait donc du CBD et aussi quelques cristaux de 3 MMC, et qui étaient sans doute pour une consommation personnelle. Et d'une certaine façon, il y aurait pu avoir une forme de reconnaissance et de dire, ça arrive, bon. Donc, certains autres élus l'ont fait. Voilà, exactement, y compris dans son parti. Donc, son déni total, je comprends que Caroline Fourest soit choquée, parce que il est inquiétant sur le reste. Avec la remise en cause, vous voulez dire des Oui, des bien sûr. Enfin, il y a eu une phrase sur le sac était ouvert et il y avait un petit sac de drogue dedans. Enfin, il y avait aussi le soupçon qui était lancé sur les enquêteurs. Bon, non, moi, ce qui globalement sur Rima Hassan, ce que j'aurais voulu dire déjà depuis la semaine dernière, c'est est-ce que vous avez déjà vu des tweets de Rima Hassan vantant la culture palestinienne, vantant, j'ai envie de dire, un génie palestinien qui existe? Vantant des grandes figures palestiniennes, ayant une vision positive d'un État palestinien ou d'une construction palestinienne. Ce qui est frappant dans ce qu'elle fait, c'est que c'est souvent des tweets contre, c'est pas des tweets pour. Et ça, à un moment, c'est cela qui est très très gênant et qui questionne. Merci beaucoup. Merci Caroline. Plaisir effectivement de vous retrouver. Je reprends les propos de Pierre. Et à mardi prochain. À mardi prochain. On vous retrouve tous les mardis désormais.